Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce premier webinaire du cycle Construire en terre en commande publique, organisé par Envirobat BDM et les grands ateliers, avec le soutien de nos partenaires, l'ADEME, le ministère de la Culture et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce cycle est organisé en lien avec le TerraFibre Award, prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et ou en fibre végétale. Je suis Nicolas Guignard, responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM, qui est une association de professionnels de la construction et de l'aménagement durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Lemoine et je suis architecte et je travaille au sein des grands ateliers innovation architecturale à Villefontaine. Je suis encore la coordinatrice du TerraFibra Award que Nicolas a présenté. Pourquoi la terre crue? Donc, la terre crue est un matériau traditionnel en France, utilisé sous beaucoup de formes et selon les régions, ont différentes techniques constructives, le pisé, la bauge, l'adobe, les BTC ou encore le torchis et les enduits. Son usage a périclité au cours du XXe siècle, mais grâce au travail de structures reconnues et de professionnels engagés, il connaît désormais un nouvel essor. L'utilisation de la terre crue est tout à fait adaptée pour répondre aux gros enjeux que nous connaissons actuellement, comme l'économie circulaire, mais encore éviter l'épuisement des ressources et la réduction de l'impact environnemental du secteur du bâtiment. Donc, l'objectif de ce webinaire est de montrer qu'il est possible d'utiliser ce matériau en commande publique. Donc, nous avons choisi de présenter des projets de bâtiments publics qui ont des typologies différentes pendant 3 séances de webinaire. Donc, des typologies différentes, mais aussi des techniques de construction en terre crue différentes. Donc, pour inaugurer ce cycle de webinaire, nous allons présenter aujourd'hui le projet de la maison de santé pluriprofessionnelle de Prat-Bon-Repos en Ariège. Donc, c'est un bâtiment qui a été livré en 2020, qui est d'un seul niveau, en terre coulée et en enduit terre. Et il a été notamment réalisé dans un processus BIM et visé un niveau BEPOS. Donc aujourd'hui, pour nous présenter ce projet, nous avons 3 intervenants. Julien Bay, directeur des services techniques de la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Julien Bellard, qui est architecte au sein de l'agence C+2B Architecture. Et enfin, Elian Latour, ingénieur au sein de la SCOP Ecozimut, qui a été le bureau d'études terre sur l'opération. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Merci à nos intervenants pour leur présence et donc leur témoignage aujourd'hui. Simplement, avant de commencer, on va vous rappeler quelques petits points pour le déroulement de ce webinaire. Donc, nous avons prévu une présentation pour une durée d'environ 3/4 d'heure, suivie d'un temps de questions de 15 minutes. Voilà, comme nous sommes assez nombreux aujourd'hui, on vous demandera de bien garder vos micros fermés et de privilégier le chat pour pouvoir poser vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Elles seront traitées donc à la fin sur le temps de questions qui est prévu. Alors, pour commencer, donc, nous allons passer la parole à Julien Bay pour nous présenter un petit peu le programme dans son ensemble. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Julien Bay, je suis directeur des services techniques donc, au sein d'une collectivité territoriale, une EPCI en Ariège, donc ça s'appelle la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Donc, rapidement, la communauté de communes Couserans-Pyrénées regroupe 93 communes en Ariège, sur un territoire très rural, c'est une petite communauté de communes de 33 000 habitants. Par contre, un territoire géographique étalé, puisqu'on représente environ un tiers du département de l'Ariège. Donc, on a la chance d'avoir un territoire attractif d'un point de vue tourisme vert, puisqu'on est au pied des Pyrénées, on est même dans les Pyrénées. Et puis, on est donc en Ariège une destination de plus en plus prisée donc, pour ce tourisme vert. Et donc, les élus et nos concitoyens ont à cœur de préserver cet environnement qu'on considère, nous, comme un petit peu privilégié. Voilà.
Euh, donc, pour vous présenter un petit peu notre collectivité, on a différentes compétences. Je vous passe les détails, mais notamment, on a en charge l'ensemble des maisons de santé donc, du territoire. Donc, ce sont des maisons de santé qui ont été initiées depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, il y en a 4 qui ont été construites entre 2002 et 2016. Donc, les maisons de santé de la Bastide, de Seyroux, de Massat, de Seix et de Castillon. Et puis, plus récemment, 2 qui ont été livrées en 2020 et 2021. Donc, la maison de santé de Saint-Giron en 2021. Et donc, notre projet pour lequel on se rejoint aujourd'hui, la maison de santé de Prat-Bon-Repos. Donc, un petit focus donc, sur cette maison de santé qui a été initiée il y a maintenant quelques années, hein, puisque le projet datait un petit peu. En 2016, les élus locaux se sont lancés. Bon, pour des raisons administratives de fusion, d'intercommunalité, le projet a été mis un petit peu entre parenthèses pendant 2 ans. Et donc, on a relancé le dossier en 2018 pour aboutir donc sur un appel d'offres en 2019 avec un démarrage des travaux donc en 2019. Donc, ce chantier de la maison de santé de Prat est un chantier expérimental à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il a été monté en partenariat avec un lycée professionnel du bâtiment basé à Saint-Giron, le lycée Vergès, qui nous a accompagnés sur différents volets, notamment un volet BIM, pour lequel ce projet a d'ailleurs obtenu une équerre d'argent donc au BIM national. Donc, c'était un chantier expérimental sur plusieurs volets, le BIM, un chantier BEPOS, et puis un chantier que la collectivité a voulu aussi rendre un peu exemplaire en termes de matériaux biosourcés et d'utilisation de matériaux locaux. Voilà, donc de là, la collectivité a lancé un concours architecte avec ces prérogatives-là. Et donc, la maîtrise d'œuvre a été retenue sur ces bases-là, mais je laisserai Julien et Elian vous détailler un petit peu la genèse sur cette partie de conception. Voilà, donc cette maison de santé n'est pas un très gros projet puisque on a une surface utile de 430 mètres carrés environ pour un montant de travaux de 1 million d'euros. Voilà, on en reparlera un peu plus tard. Merci Julien pour ton introduction. Donc, je me présente Julien Bellard, architecte associé chez C+2B Architecture, donc mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je vais d'ailleurs citer quelques partenaires pour oublier personne. Donc, moi, il y avait Elian qui est ici à côté de moi pour donc Ecosymut en QEB et en bureau d'études terre. On était aussi assisté par OTCE en bureau d'études tout corps d'État, par l'entreprise ECO pour l'économie de la construction, Sigma Acoustique pour la compétence acoustique, et enfin Borel Charon pour le BIM management. Donc là, j'aimerais juste resituer le contexte programmatique qui nous a amené et qui nous a encouragé à candidater sur cet appel d'offres. Donc E3DC, énergie 3D construction, chantier expérimental BIM BEPOS, construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Prat-Bon-Repos. Donc, toute une envolée lyrique, mais avec une notion de projet, de chantier expérimental et de projet pilote, où la maison de santé est un projet pilote pour un chantier qui a une répercussion beaucoup plus vaste pour redynamiser un territoire, donc à savoir l'Ariège, autour d'une montée en compétences des entreprises couzranaises. Pour enrichir l'introduction de Julien, le contexte dans lequel s'est lancé le projet était vraiment un peu dans l'idée sur un constat, en fait, que les entreprises du bâtiment ariégeoises étaient plutôt vieillissantes, entre guillemets, et comment redonner envie aux jeunes de revenir dans ce secteur du BTP. Et donc, les 3 entités qui ont eu pour ambition de redynamiser ce secteur localement, c'était le volet, on va dire, numérique avec la conception et le fait de mener un projet en BIM en conception et aussi en réalisation. Le côté performance énergétique avec le volet bâtiment positif, le volet BEPOS. Et enfin, l'enjeu sous-jacent qui était la performance environnementale autour de la construction écologique et durable. Et donc, la maison de santé, pourquoi le projet de maison de santé en projet pilote? Parce que c'était un petit projet, comme l'a dit Julien, donc qui permettait de s'adresser aux entreprises locales et indirectement éviter d'avoir des gros groupes qui viennent truster le marché sur des enjeux de projets innovants et vraiment le réserver indirectement aux entreprises couzranaises.
La surface du projet, donc on est sur un projet de 450 mètres carrés. Donc, en termes d'insertion urbaine, donc le projet s'insère dans le centre de Prat-Bon-Repos, dans le centre-bourg. Donc, face à la halle qui a été livrée quasiment en simultané avec la maison de santé, avec à proximité immédiate des commerces, un petit café de quartier et petit restaurant de village. Et à l'arrière du site, un équipement médicalisé, un EHPAD, du coup, qui entretient des liens d'usage avec notre équipement. Donc, son implantation, assez simple, un terrain très contraint, donc un terrain de 600 mètres carrés pour un équipement de 450 mètres carrés. Pour des raisons d'usage et pour faciliter l'accès aux soins, on a privilégié du coup une implantation en rez-de-chaussée. Donc, on vient s'aligner sur la route nationale en respectant l'ordonnancement des façades existantes et l'épannelage existant. On a des façades qui varient entre le rez-de-chaussée et le R+1 avec du retrait ou pas sur la rue. Et dans l'autre sens, une implantation transversale qui nous permet de relier, on va dire, la future centralité requalifiée avec des espaces publics à venir, donc de la halle vers l'EHPAD. Si on se rapproche, donc on ressent sur ce plan masse simplifié, deux façades urbaines qui viennent donc nous tenir cet angle urbain et tenir le carrefour, avec cette façade nord qui est la façade principale, la façade d'entrée, qui s'ouvre donc sur le futur espace public, la future centralité du village, et cette façade ouest qui accompagne, on va dire, l'usager à regagner et à rejoindre le HPAD. Donc un terrain contraint, une implantation en rez-de-chaussée, donc une compacité certaine dans notre maison de santé, donc qui nous a permis, donc cette compacité nous a permis de développer malgré tout un espace paysager qui vient s'enrouler donc au sud-est, au sud-est du bâtiment, un espace paysager qui est travaillé comme un prolongement direct des espaces de soins intérieurs à la maison de santé. Une extension pour l'espace kinésithérapeute qui permet du coup d'avoir un accès extérieur à la rééducation sur les périodes estivales. Et donc, au-delà de ça, Julien en a parlé tout à l'heure, nous avons été accompagnés sur ce projet par le lycée Aristide Bergès qui a irrigué, entre guillemets, toute la maîtrise d'œuvre et aussi toutes les entreprises dans un second temps d'étudiants qui accompagnaient à cette montée en compétences autour du numérique, autour du BIM. Donc, un peu en retour de service et dans une logique de travail concerté et collectif avec le lycée. Nous avons travaillé cet espace extérieur également comme une promenade pédagogique capable de restituer, on va dire, toute l'innovation qu'il y a eu sur ce projet, l'innovation dans sa conception numérique, mais aussi d'un point de vue construction durable. Quelques photos donc du projet dans son contexte en perception urbaine avec donc cette façade nord avec la volumétrie de la maison de santé donc qui vient, comme je vous l'ai dit, en rez-de-chaussée, mais malgré tout on arrive à avoir du retrait en retrait une ligne qui reprend les gabarits existants sur la rue avec cette toiture qui vient se relever pour venir chercher un éclairage diffus et qualitatif au nord. Donc sans contrainte de rayonnement. Et après, donc, ces façades qui sont du coup ces façades en terre, cette équerre urbaine qui est tenue avec des façades en terre coulée, on y reviendra un peu plus tard. Mais déjà sur ces façades, on voit les enjeux de construction de terre avec des ouvertures relativement étroites, des linteaux courts qui vont traduire les enjeux constructifs de ce système constructif. De l'autre côté, vu de l'autre côté, donc avec cet accès donc, sur la droite qui permet de rejoindre le HPAD. Et donc, on peut bien percevoir aussi donc, le shed qui vient s'ouvrir. Si on rentre dans le plan de fonction, dans le plan du projet, donc on voit, on a fait ressortir en marron donc l'ensemble des murs en terre coulée. Donc, c'est toute l'enceinte extérieure. On a voulu donc, concevoir et construire un bâtiment pour durer dans le temps. Donc, une enceinte avec des murs épais en terre, isolés par l'intérieur. On est sur un volume simple rez-de-chaussée. Donc, l'isolation intérieure était largement compatible avec nos ambitions
de projet. Et on retrouve à l'intérieur un refend en terre qui nous permet donc de retrouver à l'intérieur toutes les qualités inhérentes à la terre, aussi bien hygrométriques que de régulation thermique. Et malgré tout, sur tous ces murs périphériques, on est sur un double mur terre extérieure, donc en terre coulée, isolé en matériaux biosourcés et doublé à l'intérieur d'un enduit terre pour retrouver, on est vraiment sur une finition terre intérieure-extérieure. Donc après, sinon, le plan, il est composé de plusieurs séquences. La séquence principale, qui est la séquence d'entrée nord-sud, qui, depuis l'entrée directe de la maison de santé, on garde une transparence vers cette promenade pédagogique. En perpendiculaire, la deuxième séquence, qui est la séquence de circulation, la colonne vertébrale de cette maison de santé, qui permet d'irriguer de part et d'autre l'ensemble des cabinets de soins, donc les médecins généralistes plutôt au nord, les kinés au sud qui s'ouvrent sur l'espace extérieur, les infirmières et les dentistes sur l'angle ouest. Et la dernière séquence, et pas la moindre, donc cet espace extérieur, cette promenade pédagogique qu'on a déjà évoquée en amorce. Quelques photos pour illustrer les ambiances intérieures, donc avec cette transparence et cette transparence sur l'entrée, sur la halle et donc l'entrée principale de la maison de santé. Sur cette image, c'est donc la colonne vertébrale, une circulation volumineuse avec le shade qui vient apporter de la lumière directe et qualitative donc, dans cet espace, et ce grand refend en terre coulée qui ramène donc ses qualités matérielles, mais aussi ses qualités, donc les qualités intrinsèques de la terre. Et enfin, donc, une image, une photo de la promenade pédagogique, où du coup, on saisit bien aussi sur cette photo les enjeux de conception bioclimatique, donc avec un bâtiment compact, largement ouvert avec un grand mur rideau sur la façade sud, et qui est protégé du coup par une ombrière qui a été calpinée en fonction des STD qu'a pu faire Ecozimut, pour calibrer, on va dire, l'espacement et calculer le plein pour vide, de façon à bénéficier des apports solaires l'hiver, et s'en protéger l'été. Donc une autre thématique qui nous tient à cœur là, sur ce projet, c'est la thématique terre, soleil, santé. Donc, comment la terre est arrivée sur la table, donc ça en petit aparté, entre guillemets, ce n'était pas une donnée et une ambition programmatique affichée par la maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment la maîtrise d'œuvre. Donc, avec Ecozimut, on a été vraiment moteur sur cette proposition, sur ces volontés de mettre à l'honneur la terre du site. En fait, on a profité des enjeux d'innovation, d'expérimentation, pour pousser très très loin, pour pousser assez loin les curseurs de l'innovation sur ce projet. Et donc, la terre en fait partie. Donc, pourquoi la terre? Pour de multiples raisons. Elia va vous en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Mais dans un premier temps, déjà, c'est ce côté ressources disponibles sur site, parce qu'on a utilisé la terre, mais la terre du site. On n'a pas travaillé avec une terre qui vient de 300, 400 ou 500 km. Pour nous, parce que du coup, on perdait toute cohérence sinon dans l'enjeu de travailler en terre. D'autres qualités, donc c'est les qualités techniques qu'on lui connaît, donc on en a déjà parlé, en termes d'hygrométrie ou de régulation thermique. Donc ces qualités environnementales et son bilan carbone, forcément de construire avec le matériau du site, on va améliorer notre bilan carbone de notre acte de construire. Un enjeu aussi important pour nous, c'était l'enjeu social avec cette notion de construire ensemble. Donc pour réussir à innover et réussir à concrétiser ces ambitions de projet, on s'est réunis autour de la table, donc avec une maîtrise d'ouvrage qui nous a fait confiance, avec une équipe de maîtrise d'œuvre soudée qui sait travailler ensemble et qui est mobilisée sur des enjeux d'innovation et des enjeux d'expérimentation communs. Un bureau de contrôle aussi, où on a pu participer au choix et émettre des avis sur les dossiers techniques des bureaux de contrôle. Et donc ça, c'était sur la partie conception, mais après aussi, sur la partie chantier, il y a véritablement une dimension sociale et pédagogique qui s'installe sur le fait de construire en terre qui était essentiel pour nous. Et donc, du coup, qu'on a pu vérifier vraiment tout au long du chantier.
Donc après, on le revoit sur ces coups de détail. Hein. On a des murs multicouches, des murs complexes, complexes, épais du moins, où on retrouve donc notre terre coulée sur toute la paroi extérieure, qui est décollée du sol. Hein. Pour faire de la terre, on a gardé les recettes de nos ancêtres, à savoir des bonnes bottes et un chapeau. Donc la terre est décollée du terrain naturel via la mise en place d'un soubassement en béton et un déborde-toit qui a été calpiné, dimensionné avec plusieurs échanges avec le bureau de contrôle pour protéger ces têtes de mur. Sur ces photos, donc, on voit la mise en place de ces dispositifs, hein, ce soubassement en béton et le déborde-toit en zinc, et ces linteaux courts qui vont traduire les caractéristiques techniques de la terre. On en reparlera un peu plus tard. Peut-être que ce que tu peux préciser sur cette slide, je vois qu'il y a des questions dans la discussion, c'est sur la structure porteuse. Donc, on est sur un bâtiment en ossature bois. C'est l'ossature bois qui porte les charges. La terre coulée à l'extérieur reprend son propre poids et elle est désolidarisée, on va dire, des enjeux pour mettre le bâtiment hors d'eau ou hors d'air, parce qu'on a une lame ventilée en fait, entre le mur ossature bois qui a son propre pare-pluie et le mur en terre qui vient finalement comme un gros bardage. Et après, à l'intérieur, on retrouve l'enduit terre, on le voit bien sur la coupe à gauche. Ouais. Après, du coup, juste pour répondre à une autre question, on parlait d'ATEX. Donc, on n'a pas réalisé un ATEX sur ce projet pour de multiples raisons, dont des enjeux de planning, mais aussi des enjeux financiers. Et on est passé du coup sur un principe d'avis de chantier. Donc, on a travaillé en amont avec le bureau de contrôle, mais peut-être que tu en parleras. Ça, j'en parlerai. Et de toute façon, les différentes questions, on essaiera d'y revenir dessus, que ce soit à la fin, dans le moment d'échange ou après, peut-être par écrit. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé l'épaisseur du mur. Sur le mur en terre, on est sur 35 cm. Sur l'épaisseur du complexe total, on doit approcher les 70 cm. 70. Voilà. Et du coup, on a supprimé les chaînages béton. Donc là, c'est une coupe indirectement qui n'est pas à jour. On a réussi à supprimer les chaînages béton en pied de terre coulée et en linteau. En tête, ouais. En remplaçant donc, ces chaînages béton par des tors à béton galvanisés. Voilà. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard aussi. Donc voilà, donc là on reparlait des linteaux courts et à l'intérieur aussi, donc avec ce côté terre extérieure, terre intérieure, où on a ces murs épais qui sont de toute façon traduits par ces tableaux, hein, ces habillages de tableaux là, en bois local, et où on retrouve un enduit intérieur sur des plaques de fermacelle avec du coup un mur composite terre intérieure, terre extérieure. Donc après, sur un volet enjeux et contraintes, avant de laisser la parole à Elian. Donc, on a eu des problématiques qu'on a réussi à résoudre tout au long du chantier. Les premières, on va dire, sur les techniques innovantes étaient essentiellement liées à l'approvisionnement. Parce qu'en dehors de la terre, on a aussi innové en termes de matériaux biosourcés et on a favorisé et on a essayé de travailler, de développer la filière bois local en dissociant le lot fourniture du lot mise en œuvre. Donc, on a monté un lot fourniture de bois, grosso modo, et les menuisiers intérieurs et charpentiers avaient uniquement un lot mis en œuvre. Donc, sur cette approche-là, par exemple, on a été confronté à des problématiques de fourniture de grumes, de séchage par rapport à un planning de chantier qui n'intégrait peut-être pas directement toutes ces complexités et ces différences par rapport à un planning standard. On a déjà parlé, donc là ici c'est quelques photos de prototypage de béton de terre qui ont été réalisées du coup une fois le marché attribué. Donc là les contraintes, les véritables contraintes qu'on a réussi à contourner, c'était les enjeux d'avis de chantier. 253. Ouais, sur les avis de chantier, des discussions avec les bureaux de contrôle. Donc là on a travaillé, je ne sais pas si je l'ai cité, c'était Alp Control, le bureau de contrôle en question, avec Henri Coulon. Et donc, il y a une relation vraiment où il était autour de la table et on travaillait ensemble. C'était une véritable équipe qui a travaillé ensemble pour concrétiser une ambition commune. Et après, donc une autre contrainte qui était intéressante à voir, c'était le regard des ouvriers sur chantier.
leur appréciation de cette technique. Donc, on est parti aussi sur la terre coulée, on en reparlera après, parce qu'on a pas mal de choses à dire. Donc, désolé si c'est un peu, si je reviens sur des points, mais là, c'est important. On est parti pourquoi sur la terre coulée plutôt que sur du pisé. C'est aussi donc la terre, matériau local, hein, est disponible, mais on est très attentif aux savoir-faire locaux. En Ariège, du pisé, il n'y en a pas, donc c'était inimaginable. Donc on a étudié les pistes initiales de briques de terre compressée et de terre de site coulée dans des banches par rapport au savoir-faire couseranais, aux entreprises couseranaises qui avaient des banches. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a orienté notre réflexion sur cette technique de terre coulée. Et donc, du coup, en échangeant avec des entreprises qui étaient plutôt habituées et même habituées en permanence à couler du béton traditionnel, l'échange a été assez intéressant et la qualité du mélange a été largement appréciée par l'ensemble des ouvriers du site. Yann, je vais te laisser la parole. Oui, ben, merci. Moi, je vais intervenir pour faire un zoom sur la technique. On va parler un peu de comment ça s'est déroulé entre les premières idées en conception, qu'est-ce qu'on a fait pour valider le mélange jusqu'à la phase de suivi de chantier. On va parler des formulations aussi. Et ensuite, je dézoomerai un peu de ce projet pour reparler un peu plus de la technique de la terre coulée, en mettant en perspective un peu ce qu'on a réalisé sur cette expérimentation et l'évolution aussi de nos connaissances et d'aujourd'hui les préconisations ou du moins les conseils qu'on pourrait faire à d'autres concepteurs qui souhaiteraient suivre une voie un peu similaire. Donc là, déjà, je voulais commencer par un peu de sémantique parce qu'il y a plein de termes qu'on entend ces temps-ci qui sont parfois pas tout à fait adaptés dans le bon usage. Le béton, c'est un mélange de granulats, donc des sables, du gravier. J'ai mis ciment, mais je voulais mettre caillou, avec un liant. Et donc, quand le liant est le ciment, on parle de béton de ciment, c'est le cas le plus courant. Quand le liant est l'argile, on peut parler d'un béton d'argile, du moins c'est ce à quoi on est arrivé à force de discussion au sein d'un groupe de travail de l'association Aster, qui a donné lieu à l'image que vous voyez à gauche du lexique de la construction en terre crue et en terre stabilisée. Donc lien entre béton de ciment, béton d'argile, et quand on utilise les deux, on estime qu'il faut préciser que c'est un béton d'argile stabilisé. La problématique, c'est de savoir aussi à partir de quand le rôle du ciment prend le dessus sur le rôle de l'argile dans le liant. Bon, mais ça, on y reviendra par la suite. Après, on entend souvent le terme de béton de site. Donc ça, c'est un terme qui existe depuis des années, qui consiste à caractériser un béton qui est réalisé avec des granulats issus du site. Il y a eu des travaux, notamment d'Hervé Baudouin et Benoît Angèle sur ces sujets, avec des projets qui ont été faits avec des granulats de calcaire, de granit ou autres du site, mais principalement avec des liants de ciment. Ensuite, la terre coulée, pour nous, ce n'est pas le nom du matériau, c'est le nom de la technique de mise en œuvre. Voilà, comme le béton coulé, le béton manché, et ainsi de suite. Donc voilà, je voulais préciser ces termes-là. Et après, on estime qu'il faut faire attention à ne pas galvauder le terme construction en terre crue, qu'on préfère réserver aux matériaux qui sont 100% terre, comme le pisé ou les adobes ou la brique non stabilisée. Et donc, en conclusion, si on applique cette sémantique un peu rigoureuse au projet de Prat, on a les enduits en terre crue, 100% terre, donc à l'intérieur, et un béton d'argile de site, parce qu'on a travaillé avec les granulats du site, stabilisé à 11% de ciment. On va revenir un peu sur ce qui nous a conduit à cette formulation. Donc, les différentes étapes, nous, on avait un rôle dans la maîtrise d'œuvre qui s'arrêtait aux étapes de conception, qui était initialement un rôle de bureau d'études thermiques et de performance environnementale. On a proposé en phase APD une mission complémentaire qui comprenait une analyse de la terre du site. Donc, on a récupéré de la terre sur site et on a fait tout un tas d'essais. Vous voyez quelques exemples là. Donc une granulométrie, des essais de terrain pour essayer de quantifier un peu la quantité d'argile et la cohésion de cette terre. Et ensuite, une étude de formulation et de caractérisation d'un béton de terre
Donc là, on a fait plusieurs formules et on a coulé des éprouvettes, un peu comme le béton de ciment classique, des éprouvettes 1632. On a fait des essais à la compression, à la traction, on a fait des résistances à l'abrasion, à l'érosion, des cycles de gel-dégel, ainsi de suite. Déjà, à cette étape, il y a une discussion avec le bureau de contrôle qui nous a orientés vers un choix, on va dire. C'est que si on voulait éviter la latex, il fallait essayer de se rattacher à des réglementations existantes. Et la réglementation qui a été sélectionnée, on va dire, par le bureau de contrôle, c'est celle du béton de ciment coulé. Et on a visé la classe de résistance C1215, qui est la classe dans les Eurocodes la plus basse. Il y a eu une question tout à l'heure dans le chat qui disait de combien on aurait eu besoin de résistance pour reprendre la charpente ou autre. En fait, on n'aurait pas eu besoin d'autant de résistance mécanique, ce qui justifie le fait qu'on est allé chercher donc 12 mégapascales minimum en résistance mécanique. C'était pour se rattacher à cette norme-là et c'était une des conditions pour ne pas aller vers la latex de la part du bureau de contrôle. Donc, on s'est fixé cet objectif et on le verra qu'il y a des contraintes après derrière. Et on a fait notre étude de formulation avec cet objectif à atteindre. On a sorti 2 formulations. Une première avec 45% de terre extraite du site et 15% de ciment, où on arrivait à une résistance à la compression à 12 mégapascales. Et une seconde où on avait travaillé avec une terre de carrière pour voir aussi les impacts entre terre de carrière qui est un peu plus fine et une terre de site où on peut mettre plus de granulats, avec un peu moins de ciment, où on arrivait à 14 mégapascales. Une fois cette étape finie, ça a donné lieu à un rapport qu'on a joint au dossier de consultation des entreprises. Entre l'étape d'avant-projet et l'étape de consultation, il y a eu des ateliers animés par la collectivité réguliers où ils ont invité toutes les entreprises du territoire à faire des présentations de projets, à s'intéresser au projet pour que les gens ne soient pas surpris de voir un appel d'offres comme ça avec des techniques innovantes qui sortent et qui ne soient pas préparées. Et lors de ces ateliers, il y a eu des échanges avec des entreprises locales qui ont montré de l'intérêt. Et finalement, l'entreprise Couserand Construction, qui a été retenue, nous a commandé par la suite une mission d'exécution. Et cette mission d'exécution, elle a commencé par une étude structure. Le bureau d'études Jean-Robert Ingénierie en exécution structure a démontré qu'avec 9 mégapascales de résistance du mur, ça permettait de répondre aux contraintes sismiques. Donc, on est sur une zone sismique et le mur qui est, donc, comme je disais tout à l'heure, une sorte de bardage ancré sur un socle en béton armé, doit résister aux sollicitations du séisme en évitant de tomber, surtout qu'on est sur le trottoir, sur la rue extérieure. Et donc, pour ça, il y avait un minimum de 9 mégapascales. Le bureau de contrôle demandait un minimum de 12. Et l'entreprise, pour ne pas prendre de risques et pour avoir aussi une marge de manœuvre liée à des aléas sur chantier, nous a demandé de travailler sur une formulation qui se rapprochait plutôt des 15-16 mégapascales. Sur cet objectif-là, on a travaillé 4 propositions que vous voyez, avec certaines qui atteignaient des résistances très élevées, de l'ordre de 30 mégapascales à 28 jours. On a testé aussi avec BASF des ajouts d'adjuvants, des réducteurs d'eau et des retardateurs de prise, de manière à déterminer la formulation finale du chantier, où on est parti sur 30% de terre de site, 11% de ciment et 2 adjuvants comme précité. En bas à droite, vous avez la formulation finale. Quand on parle de pourcentage, il faut préciser si on parle de pourcentage sur masse sèche ou sur masse humide. Là, les pourcentages que je donne, c'est sur masse humide. Et vous avez sur la dernière colonne aussi les quantités en kilos par mètre cube à sec. Et donc là, on voit que sur le ciment, on est à 266 kilos par mètre cube. Ce qui parlera peut-être plus aux personnes qui sont habituées des formulations béton. Vous voyez qu'on atteint une masse volumique humide de 2500 kg par mètre cube et une masse volumique sèche de 2400. Une fois qu'on a fait ces formulations, on a réalisé un prototype avec pour voir comment ça se comportait, pour essayer de déterminer aussi les étapes de mise en œuvre, les branches, les gabarits, le ferraillage, ainsi de suite.
ce qui nous a permis de valider la formulation aussi dans sa rhéologie, la façon dont on pouvait la mettre en œuvre, la vibrer, la couler, et aussi de valider la finition parce qu'initialement, il était prévu une finition brute et puis en fait, ça ne faisait pas le rendu souhaité. Donc, on a testé des finitions de sablage notamment et c'est ce qui a été retenu pour le chantier. En chantier, notre mission au sein avec l'entreprise de construction, ben, ça a été de faire un peu un suivi d'exécution. Donc là, c'était le déroulement prévu de l'excavation des fouilles jusqu'à la réalisation du mur. Donc il y a eu une étape de prélèvement de la terre, de criblage, de stockage de la terre à l'abri avec un contrôle de l'hygrométrie. Puis la fabrication du béton. Donc là, on a réussi à monter un partenariat avec une centrale à béton locale qui a bien voulu nous préparer des mélanges secs, on va dire, avec des granulats, où quand la toupie arrivait sur site, on n'avait plus qu'à ajouter la terre, de l'eau, malaxer, et le mélange s'est fait sur place. Donc après le coulage, avec des vérifications régulières de la fluidité par un essai au cône d'Abrams et des éprouvettes de contrôle. Puis la cure, parce que vu qu'on est sur un béton avec du ciment, il faut aussi bâcher le mur une fois qu'on l'a décoffré pour éviter qu'il y ait une mauvaise hydratation du ciment. Du coup, on a ce protocole qui a été établi, qui a été suivi. À droite, vous voyez l'engin qui a été utilisé pour le criblage. Donc, c'est des engins qu'on peut trouver en location qui nous séparent la terre du site avec voilà, la partie fine, la partie très grosse et la partie intermédiaire. Et en bas à droite, vous voyez les résultats, différents résultats des essais de suivi en chantier. Donc, on avait, nous, visé à peu près 16 mégapascales dans la formulation et c'est ce qu'on avait obtenu au niveau du prototype. On avait obtenu 17,4 mégapascales et on voit que les formulations chantier sont au-dessus, 22, 23, 22 mégapascales. En fait, ça, c'est tout le savoir-faire des centrales à béton et des gens qui formulent sur place où ils arrivent à réduire les pourcentages d'eau tout en gardant la même plasticité. Donc, entre la formulation prototype et la formulation chantier, on a gagné entre 4 et 5 mégapascales avec la même quantité de ciment, mais juste en travaillant les dosages en eau. Voilà pour ça. Donc, suite à ça, nous, ça nous a posé de nombreuses questions. La pertinence environnementale d'un système constructif comme celui-là, les avantages, les inconvénients. Au final, on se retrouve dans une situation où on a expérimenté quelque chose. Ça nous a permis aussi de rentrer dans des dialogues avec les assureurs, avec les bureaux de contrôle, avec les entreprises qui n'étaient pas du tout habituées à ça. Et de leur finalement de dédiaboliser la construction de terre qui pour certains ne voulaient pas du tout en entendre parler. Donc ça nous a permis de faire un premier pas. Mais nous, on avait quand même des doutes, on va dire, des réticences à dire voilà, est-ce qu'on continue à faire des murs comme ça qui ont des dosages en ciment quand même assez élevés pour cet usage, du fait qu'on soit en zone sismique, qu'on soit à l'extérieur, et qui, de par leur épaisseur, finalement, ont une empreinte carbone qui n'est pas aussi optimale que ce qu'on pourrait espérer. Et du coup, toutes ces questions, pour les creuser un peu plus, on a réussi à répondre à un appel à projet pour faire un projet de recherche qu'on a nommé Better Syst, béton de terre de site structurel, qui a duré à peu près 2 ans, avec l'objectif de travailler sur cette technique de construction, des objectifs aussi en termes de coût, on n'en a pas reparlé, mais on y reviendra sur le coût de cette technique, et d'arriver à maîtriser l'impact environnemental. Donc, par rapport à ça, on a été amené à faire plusieurs étapes. Je ne vais pas vous détailler tout le projet, mais je vais zoomer sur quelques conclusions intéressantes. On a notamment commandé à un cabinet spécialisé en ACV une calculette pour réaliser des bilans carbone simplifiés des formulations. Ce n'est pas des FDES, mais c'est la même norme de calcul et c'est juste que voilà, on est sur des éléments déclaratifs.
Et on voit que les bétons de ciment classiques, on va dire, C20-25 avec des classes d'exposition XC1, sont en termes d'impact carbone identiques à des bétons de terre avec 11% de ciment, donc comme celui qu'on a utilisé pour Pratt. Et donc forcément, si on a une épaisseur de mur plus importante en béton de terre, on va avoir un impact environnemental qui sera moins bon. Et ensuite, on voit aussi une similitude entre les bétons dits bas carbone et les bétons de terre avec moins de pourcentage de ciment. On a aussi travaillé sur des formulations avec très peu de ciment et sur des formulations avec des bétons de terre non stabilisés, avec la difficulté principale qui est d'arriver à décoffrer un mélange non stabilisé et qui doit avoir une prise aérolique. Donc, en termes de résistance à la compression, nous, on a évolué aussi dans nos préconisations en conception et on sait que le béton de terre peut aller jusqu'à 16-20 mégapascales, mais que ça nous oblige à aller dans des dosages en ciment assez élevés, que si on limite ces dosages en ciment entre 3 et 5%, on va plutôt viser des plages de résistance entre 4 et 8 mégapascales, ce qui permet de faire déjà des bâtiments R+1, R+2 sans souci. On est à des niveaux de résistance mécanique identiques au parpaing ou à la terre cuite. Donc, il y a déjà toute une palette de bâtiments qui peuvent être traités par cette technique. Les ambitions économiques, on y reviendra, mais aujourd'hui, un béton de ciment coulé classique, les voiles, c'est à peu près à 100 € hors taxe du mètre carré, fourni posé. Et nous, on pense que le béton d'argile coulé devrait pouvoir être à peu près dans ce même ordre de grandeur. Il y a un peu de plus-value liée à l'innovation et à la mise en place des tests et des essais qu'on a vus. Mais une fois que ces choses-là sont acquises par l'entreprise, normalement, on n'a pas de raison d'avoir une grosse plus-value. Et comparé à d'autres systèmes constructifs qui utilisent de la terre crue, on devrait être plus compétitif. Les 5 phases du projet, donc ça nous a permis de retravailler sur l'analyse de terre et sur le protocole de formulation. Ce qu'on a fait sur la maison de Prat-Bon-Repos, c'était en 2016, c'était nos premiers projets étudiés en terre coulée comme ça. On a largement optimisé maintenant le protocole de formulation et l'analyse de terre. On a aussi travaillé avec un bureau d'études structure sur les justifications structurelles, avec un bureau de contrôle sur la partie assurantielle. Et puis après, comme je vous disais, avec un cabinet spécialisé en études d'analyse de cycle de vie sur les études environnementales. Il est 11h50. Je sais qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de questions. Juste avoir en tête le timing. Ok, ouais, ça marche. Donc ça, c'est les résultats auxquels on est arrivé maintenant sur les analyses de terre. On a précisé le protocole. On fait des essais terrain, des essais laboratoires. On compare les deux, on réitère si jamais il y a des résultats qui sont pas identiques et on peut conclure un résultat satisfaisant ou non pour assez rapidement, dans les phases amont de projet, savoir si la terre peut être adaptée à la construction en terre coulée. Par rapport au protocole de formulation, on a affiné aussi la méthodologie et on a des courbes granulométriques à respecter pour finalement optimiser la formulation assez tôt. Et on a travaillé sur différents types de liants, sur le ciment, la chaux aérienne, la chaux hydraulique, le plâtre, le métakaolin, ainsi de suite. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi sur des tests avec des coffrages perdus ou des adjuvants naturels qui permettent de ne pas avoir de liant et d'être sur des compositions 100% terre. Donc ça, c'est quelques photos des essais. On a travaillé sur des couches de finition aussi pour arriver à durcir des couches de finition sans forcément rajouter de liant. On voit les avant-après avec les essais de résistance à l'abrasion. On a travaillé sur le retrait qui a été un point aussi dans la maison de santé de Prat-Bon-Repos. On voit qu'un béton d'argile par rapport à un béton de ciment a un retrait qui est 3 à 4 fois plus important. Donc, il faut en tenir compte dans les joints de fractionnement et dans l'anticipation des fissurations. Et ensuite, donc, c'est le zoom que je voulais faire sur la partie environnementale. Donc là, vous voyez tous les résultats en fonction des dosages en ciment et des liants utilisés. Mais si on zoome sur
À droite, des bétons de ciment classiques avec des pourcentages 7, 12, 13 et 12% voilà, de ciment. Et à gauche, des bétons d'argile avec 3% de ciment, 6%, 9% et 12%. Donc, on voit quand même que l'impact de l'adjuvantation sur l'impact environnemental est très fort, c'est logique. Le ciment a une empreinte carbone élevée. Et du coup, c'est vrai que dans les préconisations aujourd'hui ben voilà, qu'on peut faire suite à ces différents essais, à ces différents résultats, on a tendance à préconiser la terre sur des techniques non stabilisées, ce qui implique d'autres problématiques, comme je disais tout à l'heure, les temps de décoffrage, des mises en œuvre qui sont pas du tout courantes dans les entreprises et surtout des justifications assurantielles et structurelles qui ne sont pas encore établies. Donc là, il y a un premier projet qui se fait à Paris sur la médiathèque Jean Carré avec des modules préfabriqués en terre coulée non stabilisée. Et puis nous, on continue voilà, nos essais, nos recherches et nos prototypages sur ce type de technologie pour abaisser à la fois les coûts de construction, mais tout en ayant un impact environnemental intéressant. Donc, je vais laisser un mot de conclusion à Julien pour qu'il puisse parler justement des contraintes et de ce qu'il peut retenir de ce chantier-là. Et après, on répondra aux différentes questions que vous pourrez avoir. J'ai vu que dans le chat, il y en avait pas mal. Merci beaucoup, Elian. Julien a effectivement une contrainte et doit nous quitter. Oui, donc pour conclure sur ce projet, bon, il avait différents volets comme on l'a évoqué, mais si on va conclure sur l'objet de ce webinaire, un petit peu sur ce béton de terre. Alors, je n'ai pas des données chiffrées à vous donner, moi. J'ai des données globales, parce que c'est un chantier expérimental à plusieurs titres, BPOS, matériaux locaux, béton de terre, et puis chantier réalisé en BIM. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait construit une maison de santé en parallèle, ramené à la surface, même si le projet de cette maison de santé-là était un peu plus petite que l'autre, on a un surcoût sur la construction de 20% environ, mais qui prend en compte toutes ces innovations et le chantier expérimental. Par contre, on a levé, notamment grâce au béton de terre et au bâtiment BPOS, un pourcentage de subventions supplémentaires par rapport à un projet classique qui ont couvert en fait le surcoût de construction. Donc aujourd'hui, cette maison de santé, pour le reste à charge de la collectivité, est le même qu'une maison de santé construite, on va dire, de manière plus traditionnelle avec simplement les normes en vigueur. Donc ça, c'est quand même important et il faut le signaler puisque pour nous, c'est une réussite. On a réussi à faire un chantier expérimental avec des nouveaux matériaux qui donne je pense, une bonne image éco-responsable de notre collectivité vis-à-vis de nos concitoyens et sans surcoût, sans reste à charge pour la collectivité par rapport à un autre dossier similaire. Donc ça, c'est quand même important. Les points positifs après un an d'exploitation de ce béton de terre, c'est qu'on sent une réelle inertie au sein du bâtiment, liée au BPOS, mais je pense aussi liée au caractère de régulateur hygrothermique du béton de terre, d'une part, et puis grâce à son inertie. Donc, on a un vrai confort d'été dans la maison de santé. Les usagers en sont ravis aujourd'hui. Et évidemment, ils participent aussi à la bonne inertie pour le confort d'hiver. Dans ces points-là positifs. Dans les points négatifs, parce qu'il faut quand même en retenir, on a eu quand même des sujets de retrait par dessiccation du béton. On a eu quand même un peu de fissuration en façade qu'on a observé, qu'on a mesuré, qui ne sont pas des fissures évolutives et actives, mais qui sont quand même des fissures un peu esthétiques. Voilà. Rien de méchant par rapport à un béton classique, mais peut-être un peu plus important qu'un béton, traditionnel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, chose importante, on a réussi en tant que maître d'ouvrage à souscrire une assurance dommage-ouvrage, malgré le fait qu'on était sur des matériaux sans ATEX et sans PV, notamment au niveau du béton de terre. Donc, grâce à tout le travail qui a été mené, dont Elian et Julien vous ont parlé en conception et en exécution, avec notamment le bureau de contrôle, on a réussi à avoir un rapport final sans réserve,
qui nous a permis de souscrire à une dommage ouvrage, ce qui est aussi important pour un maître d'ouvrage public en termes de garantie du bâtiment construit. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet. Merci beaucoup, Julien, et encore félicitations pour avoir porté un tel projet. J'espère qu'avec toute l'expérimentation qui a été menée, vous allez poursuivre l'aventure, peut-être imaginer porter d'autres bâtiments. Alors, on poursuit l'aventure sur le volet BIM, puisqu'on a sorti un projet culturel avec le volet BIM. On poursuit nos investissements neufs sur des volets environnementaux avec des obligations souvent à CRF-20% par rapport aux exigences réglementaires actuelles. On n'a pas de projet dans les tuyaux sur un béton de terre ou un béton ou un pisé éventuellement, parce que pour le moment, on n'a pas eu de la matière et il n'y a pas eu de volonté immédiate de renouveler cette expérience-là, mais ça viendra certainement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Julien, pour votre témoignage. Désolé de vous abandonner. Si vous avez des questions qui concernent la maîtrise d'ouvrage, n'hésitez pas à les poser sur le chat et puis je ferai un retour, moi, par mail à Nicolas pour qu'il puisse vous faire passer les éléments de réponse. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous et bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Evian et Julien, pour la présentation de votre côté, c'était bon? Oui, on Oui, était c'est bon. sur la dernière slide. Après, je ne sais pas comment tu veux qu'on s'organise pour les réponses aux questions. Je vois qu'il y en a pas mal. Il y a énormément de questions. Est-ce que Voilà. Louise, tu veux un petit peu analyser, essayer de regrouper les questions par grands thèmes? Oui, on a détaillé en fait les questions par donc, bureau d'études, archi et bureau de contrôle. Et donc, il y avait une question qui revenait assez souvent, qui était au niveau de la fin de vie et l'incorporation de ciment. Alors, déjà, l'incorporation de ciment dans un matériau, le rend selon le pourcentage qu'on met plus ou moins inerte, c'est-à-dire qu'on va avoir des liaisons chimiques qui vont venir figer et rendre des choses irréversibles. À l'inverse, par exemple, de la terre crue mise en œuvre à l'état naturel comme le pisé ou autre. Donc là, sur des pourcentages de ciment, comme on a travaillé sur cette formulation, la fin de vie d'un béton de terre comme ça sera à peu près la même que la fin de vie d'un béton classique. C'est-à-dire que pour aller le casser à la main, ça ne suffit pas. Il faut utiliser des engins mécaniques ou autres. Ça peut être criblé pour que ces granulats puissent être éventuellement réemployés en sous-couche de voirie ou autre. Mais on ne va pas avoir un retour à la terre comme dans les autres techniques de construction, comme je disais, avec 100% de terre crue. Ça, c'est lié justement au fait d'un pourcentage de ciment élevé. Il y a eu beaucoup aussi de questions qui ont porté sur les aspects structurels. Donc, vous l'avez un petit peu détaillé pendant la présentation sur pourquoi le choix de cette composition de parois, avec notamment des questionnements un petit peu par rapport à l'inertie qu'aurait pu apporter la Terre si elle avait été laissée apparente. En fait, il faut bien comprendre que le choix structurel, il a été quand même assez fortement dicté par le dialogue avec le bureau de contrôle, la volonté côté maîtrise d'ouvrage de pas aller vers un ATEX, c'est-à-dire qu'à un moment, on aurait eu le choix de pousser plus loin les sujets techniques et de dire la Terre, déjà, on ne va pas forcément la stabiliser autant et puis on va essayer de la rendre porteuse de toute la charpente et tout ça en zone sismique. Mais on aurait dû se diriger vers un ATEX et des études plus complexes et le maître d'ouvrage ne nous aurait pas forcément suivis. Donc, ça a été un compromis. Après, dans le choix initial de vouloir offrir une lecture de l'extérieur
de la construction en terre. Ça, Julien, je pense, le précisera après mon début de réponse, mais c'est vrai que ça a été un débat dès le début, parce qu'on sait que la place de la terre crue dans un projet pour le confort des occupants, c'est à l'intérieur, avec l'inertie, la régulation hygrothermique qu'elle peut apporter. Là, le fait de le mettre comme un bardage à l'extérieur, en plus, donc, qui est ventilé, donc qui n'est pas en lien avec l'ambiance thermique, le seul apport que ça a, c'est un déphasage un peu plus important dans la composition de parois, parce que la ventilation est quand même assez faible derrière. Donc, on va dire que l'onde de chaleur met quand même un certain temps à traverser, et que donc la façade, la lame d'air ventilée qu'il y a derrière est relativement stable en termes de température. En tout cas, elle ne subit pas des apports solaires indirects, comme quand on a des bardages fins ou ce genre de choses. Mais donc ce choix-là de le laisser apparaître à l'extérieur, c'était aussi une volonté d'afficher la particularité, la singularité de cette technique constructive à l'extérieur. C'était aussi un choix esthétique et architectural sur lequel Julien reviendra. Mais aujourd'hui, ça nous a servi aussi à sensibiliser des acteurs comme des entreprises, des bureaux de contrôle. Et quand on réfléchit, quand on travaille avec les architectes sur d'autres projets de construction en terre, on évolue aussi dans notre façon de mettre la terre dans les projets. On n'est pas forcément obligé sur les projets comme ça de venir montrer la terre à l'extérieur. On peut la réserver à d'autres endroits. Donc, ça a donné lieu à des échanges assez riches et argumentés en phase de conception. On a retenu cette solution-là. Et je trouve que ça fait partie aussi de la construction d'une philosophie de conception, et chaque projet, voilà, ses avantages, ses inconvénients, et puis après on évolue et les autres projets s'améliorent. Donc, Julien, sur cette partie-là, je ne sais pas si tu veux... Ouais, donc, pour nous, ce qui était important, c'est qu'on pouvait se permettre de la retrouver à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce qu'on a quand même un grand refend, tout un refend intérieur en terre coulée, enfin en béton d'argile de site. Et les enduits. Et après, on a aussi tous les enduits intérieurs. Donc, on a un complexe de murs qui fait grosso modo 70 cm avec la terre coulée, avec ses qualités et sa pérennité extérieure, et du coup, un enduit terre intérieure. Pour nous, si on était parti sur un projet R+1 en fonction sur un site différent ou autre, on aurait peut-être complètement évacué le sujet directement de travailler avec un ITI, et on serait peut-être parti plutôt vers un ITE. Mais après, la problématique avec les ITE, c'est qu'on est assez... on n'apprécie pas forcément les matériaux, les vêtures fragiles, ou les vêtures qu'il faut refaire dans 15 ans, dans 20 ans. Là, la pérennité du matériau en question et l'épaisseur va permettre à la façade et au bâtiment de vieillir dans de bonnes conditions, y compris tous les choix qu'on a fait sur l'enveloppe extérieure, avec le choix de travailler avec une couverture en zinc, pour avoir vraiment une coque extérieure qui puisse durer dans le temps. Voilà. Deux questions un petit peu techniques sur la structure. Comment a été faite la liaison entre le soubassement béton et la façade terre, et comment ont été construits les linteaux? Sur la structure, on le voyait dans les coupes présentées tout à l'heure. Initialement, on avait prévu que dans l'épaisseur du mur en béton de terre, il y ait un chaînage en bas et en haut en béton armé, avec éventuellement même des raidisseurs au droit des ouvertures. C'était quand même assez complexe à mettre en œuvre. Du coup, dans le développement des études d'exé avec l'entreprise, on a réussi à convaincre le bureau de contrôle que si on mettait en œuvre ça comme un béton de ciment classique, avec donc des renforts d'armature, des aciers en attente du soubassement, et puis des reprises en tête entre le mur en béton de terre et la charpente en bois, ça pourrait suffire. L'inquiétude qu'il y avait, c'est que les aciers peuvent avoir tendance à corroder dans un béton de terre. Parce que le pH est quand même différent qu'un béton de ciment classique. Du coup, le compromis qu'on a trouvé, c'est de travailler donc avec les mêmes méthodes de mise en œuvre et de réalisation que dans un béton de ciment, mais avec des aciers qui ont été galvanisés. Donc, on a des fers à béton galvanisés, et on a des renforcements d'acier au droit des ouvertures, en linteau. Voilà. Mais il n'y a pas de pièces préfabriquées ou de chaînage intérieur en béton.
demande de précision sur les acteurs qui ont été impliqués, donc notamment le laboratoire qui a fait les essais, et puis l'assureur du projet. Alors, l'assureur en dommages ouvrages, ça a été la MAF, la Mutuelle des architectes français, via l'intervention, entre autres, aussi de C+2B, qui est assuré par cet acteur et qui a réussi à mettre en relation le maître d'ouvrage avec cet assureur qui les suit depuis de nombreuses années, avec qui ils sont en confiance. Donc ça a facilité aussi. L'entreprise Coudron Construction, elle, est assurée en décennale à la SMA BTP. Ensuite, sur les acteurs qui ont fait les essais en laboratoire, alors il y en a eu plusieurs. Nous, en phase APD et en phase d'exécution, on réalise une partie des essais chez nous. Quand on doit externaliser des essais, notamment tout ce qui est compression ou autre, on travaille beaucoup avec le LMDC, le laboratoire des matériaux de la durabilité de la construction de l'INSA Toulouse. Et en phase suivi d'exécution, vu qu'il y avait un partenariat entre l'entreprise et la centrale à béton qui était Point P, c'est Point P qui, avec leur laboratoire interne, a fait tout le suivi des échantillons, qui est venu collecter les éprouvettes et qui les a cassés dans leur laboratoire, dans leur centre d'analyse. Merci. Peut-être encore un autre paquet de questions sur l'instrumentation du bâtiment. Voilà, est-ce qu'il y a une instrumentation pour un suivi à la fois des températures, mais également de l'hygrométrie pour voir la contribution du matériau terre sur ce point? La question, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un dispositif de suivi, c'est ça? Voilà, à la fois sur les températures et sur d'autres paramètres de qualité de l'air intérieur. Sur les températures, on a une GTC avec des sondes de température-humidité, donc on peut suivre ces ambiances-là. Après, l'ambiance intérieure, elle est très confortable en été, il y a un très bon confort d'été. C'est lié en partie donc, à l'inertie de ce mur de refend, c'est lié à aussi beaucoup d'autres sujets. Le fait que le bâtiment est très bien orienté, vous l'avez vu, nord-sud, avec une casquette au sud qui protège de tous les apports solaires. Une forte isolation des parois avec des matériaux biosourcés. On a de la fibre de bois dans les murs en bois, plus un enduit terre par-dessus. Donc, on a un déphasage assez important. Et on a un plancher chauffant relié à un système de géothermie sur sonde profonde qui, en été, on utilise le géocooling, la circulation de l'eau, pour faire un plancher rafraîchissant. Donc, c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout, avec une double flux aussi qui peut fonctionner en free cooling la nuit, font qu'on a des températures l'été qui dépassent pas les 23-24 degrés, même quand il y a beaucoup de... même quand on est en période caniculaire, quoi, finalement. Merci. Pour ne pas trop dépasser, on peut peut-être traiter encore une ou deux dernières questions. Louise, est-ce qu'il y a certains points sur lesquels tu souhaiterais revenir? On vous fera passer les questions, en fait. Oui, bien sûr, pas de souci. Moi, je vois une question là qui m'interpelle de Jérémy Vaz, qui demande quel est l'intérêt de l'utilisation de la terre si pas de fonction structurelle, pas d'intérêt en termes d'émissions de CO2 et avec un intérêt thermique limité. Finalement, un mur en béton classique aurait eu le même impact environnemental en s'affranchissant de la structure bois. Alors, c'est là tout le paradoxe des expérimentations. Quel est l'intérêt de l'utilisation de la terre? Là, l'intérêt, il était finalement plus d'expérimenter et de faire une preuve de concept. Nous, ça nous a permis d'amorcer un dialogue avec des laboratoires, avec des centrales à béton, Point P, avec des industriels, CEMEX, BASF, avec un bureau de contrôle, et ainsi de suite, qui nous ont permis ensuite, là vous voyez que ce premier projet, on parle d'un début de conception en 2016, mais qui nous ont permis ensuite d'enclencher sur d'autres projets. Où au fur et à mesure, avec ces sensibilisations préalables, on arrive à aller un peu plus loin. Donc maintenant, on arrive à faire des bétons de terre structurels, on arrive à réduire les épaisseurs, on arrive à réduire le taux de ciment. Donc,
Finalement, tout l'enjeu de l'expérimentation, c'est de ne pas pousser les curseurs trop loin pour arriver à garder les gens avec soi, à ne pas les effrayer, tout ça, tout en essayant d'anticiper le coup d'après, de se dire, OK, on est conscient des faiblesses peut-être de cette solution-là, on l'a fait quand même pour valider quelque chose, on rassure les gens et puis la fois d'après, on fera mieux. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois et ça nous a appris beaucoup. Ça a appris beaucoup aussi à l'entreprise Couserans Construction qui maintenant se positionne sur d'autres techniques constructives en terre. La brique de terre crue, donc là 100% terre crue, ben, ils ont eu besoin, c'était une entreprise qui avait une culture forte du béton armé, de peut-être passer par le béton de terre avant de s'intéresser à des techniques plus traditionnelles comme la brique de terre crue ou autre. Donc, c'est vraiment ça que je retiens. Après, on évolue aussi avec les connaissances, avec les états de la recherche ou autre. Mais c'est vrai que si on compare les arguments qui ont été avancés, ils sont justes. Si on avait fait juste un voile de 18 en béton armé qui reprenait toute la structure ou autre, on aurait eu un résultat économique et environnemental peut-être identique ou meilleur. Mais ça n'aurait pas permis finalement de faire avancer les différents acteurs comme ce projet l'a permis. Merci beaucoup, Elian, et merci également, Julien. Donc pour cette présentation, nous allons devoir malheureusement nous arrêter pour ne pas déborder trop du timing initialement prévu. Il s'agissait donc d'un premier webinaire de ce cycle donc, qui en comptera 3. Le prochain a lieu donc, vendredi 11, dans une semaine à 11 h. Donc, l'idée est toujours d'être les vendredis de 11 h à 12 h. Vous avez le lien d'inscription qui a été partagé dans le fil de discussion. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à le faire. Donc, nous présenterons le projet de l'école des collines qui est située dans la Drôme, dans l'Ain, Louise, il y a un doute, et donc qui mettra en avant la technique du pisé. Merci en tout cas à tous. Nous allons essayer de traiter les questions. Donc, on vous fera un retour par la suite dans un petit document écrit. Il y en a eu beaucoup. On va essayer de répondre du mieux possible. Encore un grand merci donc, à nos intervenants pour avoir poussé le partage d'expérience sur ce projet. Comme Elian l'indiquait, la filière terre est aussi en train de se structurer avec énormément d'innovations en cours. Donc, vraiment hâte de voir les prochains projets qui se feront. Merci à tous également pour votre participation et vos questions. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui le souhaitent vendredi prochain. Merci de l'invitation, Nicolas. Et nous, c'est avec plaisir pour partager les expériences. On est dans une logique de partage. Et tout à l'heure, j'ai vu dans le chat des questions qui demandaient est-ce que les résultats du projet de recherche BetterSyst allaient être publics et diffusés. La réponse est oui. Il y a un rapport qui va sortir et sur lequel on va communiquer via notre site internet ou autre pour que justement les gens puissent s'approprier ça aussi et tenter les expériences de leur côté. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.